Accord, désaccord avec Gérard Leclerc. Avec Gérard Leclerc, mais surtout avec Bruno Jeudi et Isabelle Alonso pour Accord, désaccord. On va commencer par aller aux États-Unis rapidement avec Régis Le Sommier, qui est grand reporter à Paris Match. Et bien évidemment, j'imagine, mon cher Régis, que l'on parle beaucoup donc de cette polémique entre le pape et Donald Trump. Donc le pape qui a dit qu'un homme qui veut dresser des murs et plutôt que construire des ponts n'est pas chrétien. On en parle, et que dit Donald Trump ? Régis ? Donald Trump, évidemment, a réagi, il a profité de l'aubaine. En fait, le problème avec Donald Trump, c'est que depuis le début de cette campagne, il se nourrit de l'attention qu'on lui porte. C'est typiquement ce qu'a fait le pape, c'est typiquement le genre de remarque qui donne du grain à moudre à sa campagne. Le voilà montré du doigt, en fait, par une autorité mondiale. Rien, en fait, ne pouvait lui faire plus plaisir. Surtout qu'il s'agit de problématiques d'immigration, qui est un des points forts sur lequel Trump a fait son succès. Il faut replacer aussi les choses dans le contexte. L'attention, donc, est revenue sur Trump, alors que ces derniers jours, dans la campagne, une campagne absolument folle, Jeb Bush, par exemple, était en plein sauvetage de sa campagne. Il avait appelé son frère, sa mère, en renfort. On a vu Ted Cruz, John Kasich qui ont tenté d'occuper la scène. On est à quelques jours du caucus du Nevada et de la primaire de Caroline du Sud. Voilà, donc tous ces efforts en fait sont un petit peu anéantis par la remarque du pape. Alors cette remarque, évidemment, elle fait partie du style du pape, de son côté interventionniste, provocateur. Mais en ce qui concerne l'impact sur les élections et sur la population américaine, c'est à mon sens en fait très bon pour Trump. Il faut voir aussi une chose qui est très importante, c'est que il y a quelques années, le fait qu'une autorité comme le pape, d'une certaine façon, excommunie Trump en le déclarant non chrétien, aurait eu un impact. N'oublions pas qui sont les catholiques américains. Il y a trois grosses communautés, les Italiens, les Irlandais, plus récemment les Latinos. Ces trois communautés ont dans leur histoire vécu la dure condition de migrants, le bas de l'échelle dans une Amérique blanche, anglo-saxonne et protestante. Peut-être qu'auprès de ces populations, la remarque du pape aura un impact, mais à mon avis, il sera minime. D'abord, les gros bataillons conservateurs et religieux aux États-Unis sont évangélistes, et ces chrétiens-là n'obéissent pas au pape. Merci Régis Le Sommier, donc qui est aux États-Unis, grand reporter pour Paris Match. Isabelle Alonso, Bruno Jeudi, on va peut-être démarrer avec le Conseil européen, une Europe en crise avec deux gros dossiers, le Brexit, David Cameron qui exige donc un certain nombre de choses, notamment qu'on révise à la baisse les prestations sociales pour les immigrants, que l'Angleterre puisse avoir un espèce de droit de regard sur les décisions de la zone euro, et puis également la question par ailleurs des migrants. Qu'est-ce que tout ça vous inspire, Isabelle Alonso? Il m'inspire que les Anglais, il faut les virer une fois pour toutes. Parce que depuis le début, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent oui, bon, je veux bien jouer avec vous, mais sous condition, parce que moi, je suis mieux que les autres. Et bien, s'ils sont mieux que les autres, qui jouent tout seuls, qui jouent avec les Américains comme ils en ont l'habitude, et qui nous foutent la paix une fois pour toutes, quoi. Bruno Jeudi? Il faudrait vraiment éviter cet ultime, ultime volet d'un démantèlement européen qui est en train quand même de se passer. On voit bien que l'Europe est en phase d'implosion, que petit à petit ça tire vraiment à U et à dia. Et c'est vrai que la crise anglaise qui se profile, ce serait vraiment la catastrophe pour l'Europe. Alors maintenant, c'est vrai que Cameron pose beaucoup de conditions, dont certaines sont pas du tout acceptables. C'est le but, le propre de toutes les négociations. On va voir si Merkel et Hollande trouvent un compromis, parce qu'en fait dans cette histoire c'est toujours les Français et les Allemands qui doivent commencer par s'entendre pour aller vers David Cameron. Or on voit bien que Angela Merkel est très tentée d'accepter toutes les conditions de David Cameron, ce qu'elle a dit cette semaine, ce qui évidemment montre une fois de plus que François Hollande a bien du mal à s'imposer sur la scène européenne, ce qui est le cas quasiment depuis le début de son mandat. Écoutez, Henri Guénaud, il était ce matin sur iTélé et il est revenu sur bien évidemment cette affaire du Brexit. Ça serait quand même pas une bonne nouvelle pour l'Europe, oui, si elle commençait à se défaire. Elle est en crise de partout. Le Brexit, ça n'est qu'une des expressions de cette crise. Et moi, je suis pas sûr qu'on ait eu une très bonne idée en faisant entrer la Grande-Bretagne à l'époque dans l'Europe. Mais enfin, elle est là. Et les questions posées par M. Cameron, même si ça irrite beaucoup de monde en Europe, sont des questions que tout le monde se pose. Isabelle Alonso?
Si Henri Guénaud va dans mon sens, alors là, je ne sais plus, où j'en suis. Allez, on change de sujet, parce qu'il y en a beaucoup ce matin, et l'on parle de l'avant-projet de Myriam El Khomri sur la réforme du Code du travail, donc qui prévoit des possibilités d'assouplissement du temps de travail, qui prévoit que l'on puisse discuter de la majoration des heures supplémentaires, du plafonnement des indemnités prud'homales, ou qu'on clarifie le licenciement économique. Alors, est-ce que c'est une loi moderne pour essayer de lutter contre le chômage, ou est-ce que c'est un scandale, le dynamitage des droits sociaux? Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Une Alonso? étape de plus dans le dynamitage des droits sociaux, bien évidemment. En France, on a l'impression qu'il faut une énorme crise pour que les droits des gens qui travaillent avancent. Il a fallu une guerre mondiale, il a fallu mai 68, il a fallu tout ça, et on en est encore à râler pour les 35 heures, alors que la productivité en France, c'est la plus importante du monde, c'est ce qu'on nous dit. Alors comment se fait-il qu'elle ne bénéficie pas aux gens qui travaillent directement? On va vous répondre que toutes ces réformes, elles ont été faites partout ailleurs. Schröder les a faites en Allemagne, Renzi les fait en Italie. L'idée, c'est de donner un peu plus de souplesse, notamment au contrat de travail, pour qu'il y ait des embauches. L'idée, c'est de jouer sur les statistiques, de considérer comme contrat de travail ce qui était avant un contrat à durée indéterminée, et qui devient aujourd'hui, comme en Espagne par exemple, c'est une question que je connais bien, on considère comme un contrat de travail des contrats qui sont parfois d'une journée, 2 journées. Une fin de semaine. Donc, comme ça, évidemment, on infléchit sur les statistiques et sur les créations d'emplois, histoire de se ménager des marges électorales. C'est tout, parce que la situation des gens, en fait, sur le terrain, c'est pas qu'elle s'améliore pas, c'est qu'elle devient terrifiante. Bruno Jeudi. Il vaut mieux du travail que rien du tout. Je pense exactement l'inverse d'Isabelle Alonso. J'ai envie de dire, c'est l'opinion qui titre ce matin Hollande réformateur de la dernière heure. Eh bien, mieux vaut tard que jamais. Il se trompe dans le calendrier, c'est pas du tout le bon timing, mais il fait cette loi qui est moderne, qui n'est pas une loi au fond, on s'en fout du contenu ultra-libéral ou pas. Hollande se rend compte à la fin du mandat qu'il n'a pas pu faire diminuer le nombre de chômeurs dans ce pays, alors qu'il a fait un certain nombre de réformes. Il a tenté plusieurs choses. Certaines n'ont pas du tout fonctionné, comme on le voit, et il se rend compte qu'au fond, il y a trop de freins à l'emploi en France. Il y en a d'autres d'ailleurs qui ne sont pas levés, qui ne relèvent pas forcément aussi du code du travail, mais il fait ce que vous disiez, c'est-à-dire il fait ce que Schröder a fait il y a une quinzaine d'années, ce que Renzi vient de faire en Italie. Il faut un minimum de souplesse dans un code du travail qui était devenu beaucoup trop lourd en France. Alors maintenant, je crois que c'est Yves Tréhard qui dit ça, on aimerait y croire, on est à l'avant-projet de loi, le projet de loi va venir en Conseil des ministres, puis il va aller devant l'Assemblée nationale, on nous parle d'un 49.3 déjà, il faudra voir ce qui restera de ce projet de loi, parce que le groupe socialiste est vraiment déterminé à se battre, j'allais dire, ça va être un peu la lutte finale des camarades du côté de l'Assemblée nationale, à mon avis, quand ça va venir en examen. Oui, les réactions sont extrêmement vives. Je vois le député socialiste frondeur Pouria Amir Chahi, il dit que c'est une honte, pareil. Jean-Christophe Cambadélis qui dit, en l'état, je ne voterai pas le texte. C'est quand même le premier secrétaire du Parti socialiste, et on souhaite bon courage à Madame El Khomri, qui n'en manque pas dans cette affaire, qui est la bonne surprise d'ailleurs de ce gouvernement. Elle était très mal partie, vous vous souvenez, tout le monde était tombé sur elle, elle était nulle et tout ça. Au fond, c'est un peu la Myriam El Khomri qui est en train de déborder Macron sur sa droite, ce qui est quand même... Je suis peut-être la seule ici à avoir été chef d'entreprise, mais je peux vous dire que ce qui aide à créer des emplois, c'est surtout qu'on foute la paix aux chefs d'entreprise, qu'on les laisse, qu'on arrête de leur donner des crédits et des facilités. Le MEDEF et la CGPM réclamaient ces mesures quand même, disaient que c'était beaucoup n'osaient pas embaucher, parce que, enfin du moins c'est ce qu'ils disent, parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir ensuite se séparer des salariés s'il y a un problème. Cette fraction du patronat français n'a jamais brillé par son côté créatif. On va écouter Bruno, c'est votre avis. On va écouter Bruno Leroux qui était sur RTL ce matin. C'est le président du groupe socialiste, donc il est particulièrement intéressant sur cette question. Le gouvernement est dans son rôle de laisser à penser et de dire que rien ne l'empêchera de réformer. Et moi, je suis dans le mien quand je dis que rien ne doit empêcher le dialogue. Et donc la 49.3, il existe. Nous n'avons pas besoin de faire comme s'il avait nécessité d'être brandi. On verra. On verra. Et sur la même question, Jean-Marie Le Guen, qui est le ministre chargé des relations avec le Parlement, lui aussi sur le 49.3, écoutez-le. C'est détestable. Moi, je pense profondément que l'intelligence, elle est collective. Qu'on peut pas, 1, 2, 3, président de la République, Premier ministre, ministre du Travail, savoir ce qui est bon pour le pays. Ouais, petite erreur, ça c'était Jean-Marc Germain, qui est un frondeur qui lui est contre, on l'a bien compris. Et on vient maintenant à Jean-Marie Le Guen.
ce texte, je vous le dis, il sera voté très majoritairement par le groupe socialiste, majoritairement voté et adhéré par les députés de gauche à l'Assemblée nationale, et il y aura une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, Jean-Marie Le Guen qui est très affirmatif sur Europe 1 ce matin. Toujours. Comme toujours. Ce qui est intéressant, c'est Bruno Le Roux. On sent quand même que c'est devenu impossible la vie de ce président de groupe. Le groupe est explosé. Il y a vraiment 2 ou 3 camps maintenant et il se passe quasiment plus rien parce qu'au fond c'est l'équilibre de la terreur dans ce groupe entre les frondeurs. Le texte sur la déchéance a laissé beaucoup de traces. Et s'il n'est pas entré au gouvernement, c'est parce qu'en fait il y avait sans doute personne qui puisse aujourd'hui faire un minimum c'est le plus petit dénominateur commun qui reste au sein du groupe socialiste. Isabelle Anzo. Si j'étais de droite, je serais contente. Comme je suis de gauche, j'ai le cœur qui saigne. Bon. L'événement de la semaine, c'est également Nicolas Sarkozy, mis en examen pour un dépassement de frais de campagne. Est-ce que c'est un vrai handicap, un lourd handicap pour la primaire, pour la présidentielle de 2017, Bruno Jeudi? Alors c'est un vrai handicap. On a entendu cette semaine tous les amis de Nicolas Sarkozy, son avocat, dire que pratiquement c'était génial, qu'il était blanchi. Bon, on n'en est pas quand même. Est-ce qu'il n'a pas été mis en examen sur l'affaire Big Mali? Oui, bien sûr, faut le redire, c'est le cas. Il est mis en examen que sur la partie financement illégal de la campagne pour avoir dépassé le plafond légal. Donc effectivement, c'est moins que sans doute peut-être ce qu'espéraient certains de ses concurrents. Il n'en reste pas moins qu'il est mis en examen. C'est la deuxième, c'est compliqué. Il est fauché en plein élan alors que les sondages commençaient à frémir, que son livre cartonne en librairie. Il n'en reste pas moins que le calendrier est catastrophique pour Nicolas Sarkozy. On va voir l'effet que ça va avoir sur l'opinion et notamment sur l'opinion droite. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour lui, même si vous aurez remarqué que ses rivaux se sont bien gardés de critiquer et que les consignes cette fois auprès des Sarkozy, c'était dire surtout dites pas de mal du juge, ça s'est pas si mal passé que ça. On verra dans les heures et les jours qui viennent que les Sarkozys vont organiser évidemment leur défense, ils vont charger beaucoup les copéistes et notamment Jérôme Lavrieux. Isabelle Alonso. Moi, j'ai voté Hollande pour ne plus voir Sarkozy et je sens si on a encore les deux la prochaine fois, je vais faire une violente déprime. Vous croyez pas si bien dire, c'est le sentiment partagé des Français. 75% des Français ne veulent pas du match retour. Et on sent bien que les deux sont en train de se tirer vers le bas ou vers la porte de sortie. Ah mais oui, qu'ils se tirent vers le bas. Isabelle Alonso, vous publiez aux éditions Héloïse d'Ormesson, Je mourrai une autre fois. C'est un roman, mais un roman directement inspiré par l'histoire de votre père, qui était donc jeune combattant républicain pendant la guerre d'Espagne. Quelle est la part donc du roman et celle du témoignage, si je puis dire, enfin du témoignage restitué de votre père? Le passage au roman, la fictionnisation, c'est juste pour moi une manière de m'éloigner un petit peu de l'histoire, parce que si on est trop impliqué dans ce qu'on raconte, c'est au dépend de l'histoire elle-même. Donc c'est inspiré très très directement du parcours de mon père, effectivement, né en 1923. La République espagnole arrive en 1931 sans un coup de feu, je précise, et lui, à l'âge de 15 ans, en 1938, s'engage dans les rangs de l'armée républicaine en mentant sur son âge, puisqu'à l'époque on en était à engager les jeunes de 18 ans, et il dit, il se vieillit de 3 ans pour entrer. Il fera à la fin de la guerre dans les rangs de l'armée républicaine, passera la frontière au Pertus et fera quelques mois de camp de concentration. Je dis bien camp de concentration puisque c'est ainsi que l'administration française les définissait à l'époque. Dans un camp français, la fin du roman, c'est quand il décide, lui, de rentrer en Espagne. Je suis en train d'écrire la suite. Alors, la guerre d'Espagne, c'est une page à la fois tragique et héroïque de l'histoire du XXe siècle. C'est important de maintenir le souvenir, de raconter cette période qui est tout à fait extrêmement importante, juste avant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, au moment où les derniers témoins disparaissent? Disons que c'est la répétition générale de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que Hitler et Mussolini sont allés s'entraîner et voir comment ça faisait de bombarder des populations civiles. C'est une première, délibérément. Et il n'y a pas eu de Guernica, il y a eu tout le reste. Et donc, il me semble que la guerre d'Espagne, tout le monde en a entendu parler, mais
peu de gens savent qu'est-ce que c'était que la République espagnole, qu'est-ce que c'était que cette deuxième République pour laquelle le peuple a pris les armes, puisque c'est l'armée qui se soulève contre le gouvernement à la guerre d'Espagne. Donc il n'y a plus d'armée, donc le peuple se prend les armes et j'ai voulu décrire une enfance assez joyeuse, assez empreinte de douceur de vivre, qui est celle d'un enfant de la deuxième République. Toute la famille à ce moment-là. Une famille progressiste, démocrate. On est très loin des tambourettes, des castagnettes et du folklore. On est dans une espèce en voie d'apparition, le démocrate espagnol, qui a malheureusement... Il y a des très belles pages, notamment sur le début, au moment de l'instauration de cette République espagnole. Vous parlez d'une joie simple, fraternelle, bienveillante. Et puis vous parlez de la Constitution, et notamment l'Espagne qui renonce à la guerre, qui instaure le droit de vote des femmes, ce qui n'est pas le cas en France. Hein. La liberté 13 ans de culte. Avant la France. Voilà, la liberté de culte, qui est vraiment une espèce de parenthèse... C'est la Constitution espagnole de 1931 qui est très courte, hein, elle fait une trentaine de pages, un petit livret, et d'une modernité extraordinaire. La guerre est déclarée hors la loi, par exemple. La peine de mort est abolie, liberté de culte, vote des femmes, et une politique pénitentiaire qui ferait encore aujourd'hui, pourrait faire figure de grande modernité. Un mot sur la guerre d'Espagne, Bruno Jeudi? Non, je remarque dans votre bio, finalement, ça vous fait un point commun avec Anne Hidalgo et Manuel Valls. En fait, vous avez été naturalisé. Nous tenons déjà la mairie de Paris et le poste de Premier ministre. Nous avançons même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que fait Manuel Valls, si j'ai bien compris. Non, mais la démocratie, c'est ça. Voilà. Merci Isabelle Alonso. Je rappelle votre livre, si je le retrouve, voilà, Je mourrai une autre fois, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci Bruno Jeudi. À venir, la bourse, le rappel des titres avant Ève Ruggieri.